Cédric, merci beaucoup pour cette introduction. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais remercier tous les membres. D'accord. Ah non, c'est bon. Non, je vérifie un peu. Tous les membres du comité de pilotage de m'avoir invité à faire cette intervention, ce cours, qui s'intitule principalement Ingénierie des procédés plasma surface, avec un sous-titre qui m'avait été proposé en tout premier lieu, trucs, astuces, anecdotes de l'ingénierie des systèmes plasma surface. Alors, c'est un sujet plutôt large, et je ne vais bien évidemment pas, en quelques 1h15 par là, pouvoir aborder tout ce qui se fait dans la diversité en termes de pression, de mode d'excitation, de mélange gazeux haut. Donc, je vais plutôt centraliser sur les procédés à basse pression, voilà, comme ça a été fait hier, d'ailleurs, lors du cours. Et puis, essentiellement aussi sur les procédés d'interaction plasma-surface métallique, en fait, puisque comme Cédric l'a dit, je travaille sur ce sujet depuis une quinzaine d'années, un tout petit peu plus même passe, et donc, voilà. Mais les différents points qui seront abordés permettront de voir aussi ce qui se passe sur d'autres types de procédés, bien évidemment. Alors, ça fonctionne, voilà. Donc, je commencerai par un chapitre assez important d'ailleurs sur les traitements thermochimiques. On verra différentes choses. J'aborderai ensuite la structuration des surfaces, en plutôt surfaces métalliques, mais pas que. Et puis, je poursuivrai par quelques mots concernant les dépôts de couches minces. Et avant de terminer, quelques petites considérations sous forme de fiches que je n'expliciterai pas là, mais qui seront disponibles sur le site web. Je pense que tout ça sera mis après en ligne, qui sont des fiches qui seront particulièrement utiles, j'espère, notamment pour les plus jeunes qui ont à monter une nouvelle manip. Voilà. Avec des choses auxquelles on ne parle pas, pas forcément, mais qui sont tout à fait indispensables quand on veut monter une nouvelle manip. Alors, on va commencer ce cours par un échantillon inconnu, voilà, dont on souhaite fonctionnaliser la surface. Donc, pour ça, eh bien, différents types de procédés assistés plasma peuvent être mis en œuvre, comme, par exemple, un dépôt de couche mince. Voilà, donc une couche mince d'une certaine épaisseur, d'une certaine chimie aussi, d'une certaine cristallinité. Et tout ça, ça va dépendre de la recette qu'on va mettre en œuvre pour avoir ces différentes propriétés-là, qui sont aussi des propriétés mécaniques, des propriétés d'accroche sur cette surface aussi. Un autre type de procédé qu'on peut mettre en œuvre, c'est une structuration de la surface. On la grave, on fait des motifs de différentes formes, de différentes tailles, de différents taux de couverture, tout ça pour remplir un cahier des charges précis et donc suivant une recette précise aussi, qui mettra en œuvre donc, tout un tas de choses que l'on va voir donc, juste après. Et puis, autre procédé, autre fonctionnalisation possible, assisté plasma, c'est une transformation superficielle de la chimie, donc dans cette zone-là, voilà, sur quelques micromètres d'épaisseur, voire quelques millimètres même, où on va insérer des espèces chimiques additionnelles, différentes, ce qui va contribuer à modifier les propriétés physico-chimiques de cette surface, les propriétés microstructurales, les propriétés mécaniques. Alors, pour faire tout ça, il nous faut un plasma, évidemment. Le voici, donc un milieu actif qui va posséder donc, différents types de particules, des particules ionisées, des particules neutres de type atomes, radicaux, molécules, à différents états d'excitation, pardon. Et on peut rajouter dans ce milieu aussi eh bien, des précurseurs métalliques, par exemple. Donc tout ça pour, en réaction avec la surface, eh bien, procéder à des dépôts de type CVD, PVD, gravure, à du traitement thermochimique, on prendra ça tout à l'heure. Et puis, suivant l'énergie qu'on va conférer aux ions aussi, on va pouvoir faire de l'activation, on va pouvoir faire du nettoyage de surface, voire de l'implantation. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ce plasma, eh bien, il va falloir mettre en œuvre une recette. Voilà. Et comme toute recette, eh bien, il nous faut des ustensiles comme une chambre à vide que j'ai schématisé ici, avec dedans eh bien, un plasma diffusionnel là, qui va
donc interagir avec l'échantillon qui est positionné en contrebas ici, qui est lui-même positionné sur un porte-échantillon ici. Et puis, ben, comme toute recette, il va aussi falloir des ingrédients. Alors, les ingrédients, ce sont les suivants. On va devoir apporter de l'énergie, donc via des sources, différents modes, DC pulsé, micro-ondes, RF, des puissances, donc plus ou moins fortes, donc pour pouvoir avoir le plasma d'activité souhaité. Autre ingrédient, évidemment, un plasma, donc qui va dépendre du mélange gazeux qu'on va devoir introduire dans cette chambre. Donc, quel type de gaz, quel type de mélange gazeux, quel type d'injection aussi de ces gaz, continu, cyclique, pulsé, séquencé, sous quelle pression, et puis aura-t-on besoin ou pas d'ajouter des précurseurs. Et puis finalement, l'ingrédient qui est nécessaire aussi, c'est une réactivité de surface. Donc voilà, qui va dépendre alors, de la surface, voire des. Ça peut être la surface de l'échantillon ici, mais ça peut être aussi d'autres types de, de surfaces, on y reviendra un peu plus tard. Et cette réactivité va dépendre de l'état de contamination ou de décontamination de la surface, de la température aussi, est-ce qu'on va avoir besoin donc, de chauffer ou pas, et puis d'avoir un bombardement ionique qui va être motivé par un certain bias. On va pouvoir imposer aussi. Donc, tout ça pour avoir, in fine, un procédé qui soit contrôlé, reproductible, et donc qui puisse répondre au cahier des charges souhaité. On va commencer, donc, après cette introduction, par les traitements thermochimiques. Alors, les traitements thermochimiques assistés plasma sont nés il y a une quarantaine d'années, dans les années 80. Voilà, et en quelques mots, ils vont consister à chauffer une pièce métallique et la mettre en contact avec un plasma, soit riche en azote si on veut faire une nitruration, carbone si on veut faire une carburation. Pardon. Donc, en quelques mots, comment cela se présente? Vous avez tous chez vous, je pense, des objets en acier inoxydable. On en trouve partout dans les outils, bijouterie ou autres. Ce sont des matériaux qui sont pas chers, c'est rare aujourd'hui dans les matériaux pas chers. Ils sont recyclables, biocompatibles, mais ils ont de mauvaises propriétés mécaniques. Donc, pour pouvoir améliorer cela, je peux faire effectivement un traitement de nitruration. Je vous présente un exemple d'un tel traitement sur un acier inox 76L, réalisé suivant ces conditions-là. 4 heures en mode DC pulsé à 420 degrés C dans un mélange gazeux, 90% d'azote et 10% d'hydrogène. Suivant ces conditions-là, on peut voir sur cette métallographie qu'on a ainsi euh, obtenu la formation d'une couche de quelques micromètres d'épaisseur. Et dans cette couche, on a formé un gradient de concentration d'azote, qu'on peut voir ici. Et puis sur ce diffractogramme, ici à droite, on voit qu'associé à la phase de sténite initiale, qu'on appelle gamma, eh bien, naissent des pics supplémentaires ici, qui sont donc liés à la nouvelle phase qu'on a ainsi formée, que l'on appelle gamma N, qui est une phase d'osténite expansée. Donc, l'insertion des atomes d'azote dans la maille, eh bien, a donc permis de former cette nouvelle phase-là, et puis a aussi conduit à la formation de contraintes de compression très très fortes qui donnent les bonnes propriétés mécaniques donc, de cette pièce. On a en quelque sorte formé une peau dure à la surface. Donc, notez bien que pour faire ce type de couche-là, eh bien, on a dû mettre en œuvre une recette avec une durée fixée à 4 heures, un mode donc d'excitation de type DC pulsé, une température fixée à 420 degrés C, et puis un mélange gazeux particulier, donc 90. Tout ça pour avoir cette couche-là. Alors maintenant, le moyen, je dirais, historique, usuel pour faire ce genre de traitement, c'est le procédé de type diode. Tout simplement, on va poser les échantillons dans une chambre à vide humaine et on va polariser ces échantillons à une tension plus ou moins forte. Je rappelle ici, sur la droite, la courbe caractéristique courant tension donc, du type diode.
d'une décharge de type diode. Si on utilise une polarisation relativement modérée, on va rester sur la branche de décharge normale ici. À ce moment-là, eh bien, on va avoir un recouvrement partiel du plasma donc sur l'échantillon et donc un traitement qui sera inhomogène. Ce n'est pas ce que l'on souhaite faire. Et donc, on va devoir polariser un petit peu plus fortement, se positionner dans la branche de décharge anormale ici, et à ce moment-là, eh bien, on va avoir un recouvrement homogène du plasma et donc un traitement qui va être plutôt bien fait. Voilà. Alors, attention, si on monte un petit peu trop haut, on risque à ce moment-là de passer à la transition à l'arc. Ici, à ce moment-là, on détruit l'échantillon. Donc, le truc, tout premier truc que je vais vous dire maintenant, eh bien, c'est de travailler en mode essai pulsé, voilà, où on va comme ça pouvoir eh bien, limiter les risques de passage à l'arc. Alors, bien évidemment, ce type de procédé va dépendre dans la recette qu'on doit mettre en place, eh bien, de la surface totale qu'il va falloir traiter. Et donc, en général, pour des grandes charges, c'est le nom que l'on donne quand on doit industriellement donc, traiter différentes pièces, eh bien, des très grandes charges, et il sera comment nécessaire d'avoir un générateur de puissance qui donc sera à très très haute puissance. Voilà. On aura un lien direct entre la charge et puis les conditions électriques qu'il faudra mettre en œuvre pour pouvoir faire dans de bonnes conditions le traitement. Alors, je vous montre ici le dispositif que l'on a au sein de l'équipe. Hein. Alors, ce n'est pas un dispositif tout jeune, il est même plus vieux que moi, je peux dire maintenant. Donc, on voit ici la cloche hein, qui est refroidie extérieurement. On peut traiter donc un peu tout ce qu'on veut, hein, des outils d'extrusion, des prothèses, là. Et puis, c'est un procédé qui est depuis longtemps passé à l'échelle industrielle. Hein. Je vous montre par exemple ici un four très très grand, puisqu'il peut nitrurer des grappes de contrôle qu'on a dans des centrales nucléaires qui font 3 mètres de long. Et donc, voilà, ça a été dimensionné pour faire sur ces pièces qui sont relativement de géométrie relativement simple, eh bien, un traitement efficace. Donc, sur toute la hauteur de ces pièces, de ces grappes. Alors, tout n'est pas rose quand même, puisque c'est un procédé qui possède un certain nombre de limitations. Je vous ai parlé que nous placions donc, dans une chambre avec un vide primaire, donc risque de ne pas avoir décontaminé fortement avant le procédé, donc risque d'avoir des défauts sur le traitement. C'est un procédé aussi qui se caractérise par un couplage fort entre la réactivité, plasma, et la température. Donc, si on veut traiter, si on a besoin de traiter à des températures fortes, on va associer à cela une tension extrêmement forte avec tous les risques d'avoir un bombardement ionique extrêmement violent. On peut donc à ce moment-là localement détruire la surface. Voilà. Surchauffer aussi. Et puis si on a des pièces qui ont une géométrie un peu bizarre, je vous en montrerai juste après, eh on peut avoir des phénomènes comme le phénomène de cathode creuse, avec une destruction aussi localisée de la pièce. Donc, deux exemples que je souhaitais vous montrer là. Un exemple où ça se passe plutôt bien, c'est un outil de coupe ici, qui a été nitruré suivant ces conditions-là. Sur les surfaces planes ici, eh bien, la couche de nitruration fait 115 micromètres d'épaisseur, tandis que sur les zones biseautées, là où donc l'outil coupe, là où il va être efficace, eh bien, pardon, on a un effet de pointe qui va faire que on va avoir une couche un tout petit peu plus épaisse, ça ne se voit pas bien ici, mais elle fait presque 140 micromètres d'épaisseur. Là, c'est plutôt un effet positif, voilà, des défauts que l'on pourrait croire être défauts. Autre exemple avec cet engrenage ici, possède des dents. Donc le sommet des dents, pareil, avec un effet de pointe, se nitrera bien, plutôt bien. Par contre, dans
dans le creux des dents, dans le fond des dents, eh bien, on aura deux phénomènes. Le phénomène cathode creuse qui est schématisé ici, puis il y a aussi comment, un phénomène aussi d'ombrage où on aura du mal à venir traiter jusque dans ces zones-là. Et donc, on aura un gradient de propriétés mécaniques et avec des risques donc, de cassure lorsque eh bien, cette pièce sera mise dans ses fonctionnalités. Et donc, euh, ça, c'était donc les premiers défauts. J'aimerais maintenant soulever un souci dont on a déjà parlé ce matin et puis hier un petit peu aussi, c'est le souci qui est lié aux paramètres thermiques, température. Température qui n'est vraiment pas simple à mesurer dans nos dispositifs. Je vous ai ouvert ici la cloche maintenant, et puis je crois que j'ai fait un petit zoom dessus. Voilà. En fait, quand on va traiter les échantillons dans ce dispositif-là, on va poser les pièces sur ce plateau, ici. Voilà. Et le suivi thermique, le suivi de la température va se faire via un thermocouple de type K ici, qui rentre dans un petit trou qu'on a percé dans cette pièce-là, thermocouple qui a été protégé aussi de la polarisation via eh bien, des petites perles en céramique, pas qu'il y ait un contact direct, bien sûr. Donc, on mesure l'évolution de la température à ce niveau-là, donc pas sur la pièce au-dessus, mais ici. Et puis, c'est un petit peu biaisé parce que on a un écran, en fait, un filtre hein, entre ce qui est mesuré par le thermocouple et puis cette pièce-là. Donc, ça, c'est un vrai souci qu'on a. Et puis, c'est un souci qui est extrêmement fort quand on passe ensuite à l'échelle industrielle. Parfois, il nous faut monter très très haut. Température, on a eu à un moment donné un projet où on devait traiter un alliage AL à des températures au-delà de 900 degrés C. Ça, c'est très très haut, surtout avec le dispositif que l'on a. On n'a pas un générateur de puissance qui monte très très haut, un petit peu au-dessus de 1 kW. Et sur le graphe de droite, ici, vous avez l'évolution de la température mesurée donc, à ce niveau-là, toujours en fonction de la puissance transmise par le générateur pour différentes conditions de pression. Et vous voyez que si on veut si on veut être au-delà de 900 degrés C ici, eh bien, on est bien au-dessus des 1 kW. Donc, voilà, problème. On a quand même trouvé un autre truc pour que ça marche. Le truc, ça a été de transformer un petit peu à la main, à l'échelle laboratoire, bien sûr, le système en mettant des réflecteurs, donc sous forme de tuyaux qui entourent ici donc, la pièce, et puis un petit panneau aussi, ici en acier. Hein. Tout ça pour pouvoir confiner l'ensemble et puis chauffer par réflexion du rayonnement. Et puis, on a aussi joué un peu sur la surface utile de la pièce. Donc, tout ça a fait que on a pu, pour une tension initiale de 700 volts, qu'on je montre ici, avant de faire ces modifications-là, on arrivait à peine à chauffer 750 degrés. Et puis, après ces modifications-là, eh bien, on atteint un peu plus de 900 degrés. Bon. Ça marche bien à l'échelle laboratoire. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça donc, chez l'industriel qui aurait ce genre de souci, d'où la nécessité d'avoir des composants, enfin, en tout cas, dans ce cas-là, un générateur qui puisse délivrer une puissance suffisante pour pouvoir atteindre ces températures-là. Voilà pour ce point-là. Ah si. Alors, pour donc pallier un peu toutes les limitations dont je viens parler là, eh bien, on peut, l'autre truc aussi, c'est de faire autrement. De faire autrement via, par exemple, des dispositifs dits à plasma transféré, où, dans ce cas-là, les échantillons que l'on souhaite traiter sont disposés dans une chambre à vide secondaire, posés sur un porte-échantillon qui est polarisable et chauffant, et la source plasma, elle est un petit peu plus loin, donc le plasma vient diffuser donc, sur la charge, ici. Donc comme ça, on est en vide secondaire, donc peut-être qu'on va contaminer moins, c'est déjà bien. Et puis, on a plus le risque, les risques de couplage, hein, dont je parlais tout à l'heure.
Alors, je vous montre le dispositif que l'on a au sein de l'équipe, hein, une chambre à vide, là, qui est instrumentée. On a une sonde de l'enduire dans son coffrage ici. On fait la spectroscopie d'édition. Et puis, on a, dans ce cas-là, des sources micro-ondes hein, qui fonctionnent dans le mode ECR. Et ces sources permettent donc de produire le plasma. On voit ici, au bout de ces antennes-là, et puis qui va diffuser jusqu'aux échantillons. Ils sont positionnés sur ce porte-échantillon qu'on ne voit pas bien ici. Hein. On voit le porte-échantillon, on voit un petit échantillon et on aperçoit, je ne sais pas si c'est bien visible, un petit trait noir là. Là c'est un thermocouple aussi. Je vous présente les choses de manière beaucoup plus claire là. Parce qu'en fait, quand on veut, sur une surface de 6 ou 7 pouces, avoir un porte-échantillon chauffant polarisable, ce n'est pas un chemin facile. En tout cas, moi, j'ai pas eu, ça n'a pas été facile. Ça m'a aidé du temps et du temps, ça ne se trouve pas comme ça. Et je vous montre le premier porte-échantillon qu'on s'est fait faire il y a une douzaine d'années maintenant. Je ne dirai pas par qui. Qui était constitué de lampes halogènes en forme de serpentin pour assurer une bonne homogénéité sur l'ensemble de la surface et qui devait chauffer un plateau en molybdène, titane, qu'on voit ici, qui était isolé électriquement grâce à des petites rondelles en céramique qu'on aperçoit un petit peu ici, voilà, puisque le reste du corps, lui, est à la masse. Hein. Et donc, on avait un chauffage indirect comme ça. On avait un gap, là, le gap qu'on voit ici, et donc des pertes hein, puisque par exemple, pour avoir sur cet échantillon témoin, là, ici, où on a le thermocouple qui rentre dedans, pour mesurer une température de 400 degrés C, 430, eh bien, il faut chauffer ces lampes à 750 degrés. Voilà. On a quand même un écart qui est assez fort, dont il faut tenir compte quand on veut mettre au point la recette, justement. Alors, et puis ce petit écart-là, il n'est pas non plus très très bon parce qu'il est quand même source de pollution possible. On peut venir contaminer les lampes hein, par tout ce qu'on peut faire dans cette chambre-là, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs, puisque très très vite, ces parties en verre là n'avaient plus du tout cet aspect-là, mais très vite elles étaient couvertes donc d'un dépôt noirâtre de tout ce qu'on peut faire dedans. Et donc, ceci, bien évidemment aussi, diminue l'efficacité du chauffage. Et puis, il risque aussi d'avoir des arcs entre ces deux parties-là, mais les conditions qu'on utilise généralement n'ont pas produit cette limitation-là. Alors, dernièrement, on s'est équipé d'une version 2.0. Donc, voici une photo globale, là, avec la partie supérieure ici, donc encapsulé quoi? Encapsulé eh bien, des éléments chauffants, cette fois-ci, graphite, qui peuvent monter à des températures beaucoup plus fortes, des éléments chauffants qui ont une durée de vie beaucoup plus longue aussi. Et dans une première version, pareil, eh bien, nous avions un plateau en molybdène. On voit ici, il y a beaucoup trop épais d'ailleurs, positionné sur ces petites rondelles de céramique ici pour faire l'isolation du plateau avec les éléments chauffants et puis le reste du corps échantillon. Alors, pareil, ça ne fonctionnait pas super bien non plus. Et il y a quelques jours, en l'occurrence jeudi dernier, sont revenus nous optimiser tout ça pour avoir une version 2.1. Et maintenant, eh bien, on a quelque chose qui devrait fonctionner un tout petit peu mieux. On nous a mis des feuilles de nitrure d'aluminium directement positionnées sur les éléments chauffants, voilà, et qui font contact aussi avec le plateau au-dessus. Et donc là, on peut espérer avoir quelque chose de beaucoup plus fiable, un temps de chauffe beaucoup plus court, et puis une conductivité thermique, malgré que ce soit électrique, hein, évidemment, mais qui est quand même meilleure. Enfin, voilà. J'ai pas encore testé, hein, et voilà. Ce sera fait dans les semaines qui viennent. Donc ça, c'était un point que je voulais montrer ici sur toute cette problématique de contrôle thermique, et surtout quand on souhaite aller à des températures élevées. On n'est pas encore tout à fait fini avec ce sujet-là, mais après. Juste de quelques mots concernant les sources, maintenant. Avant d'aborder donc
le fait de faire voilà, une recette qui marche bien pour un cahier des charges précis, quand on a une toute nouvelle source, il faut déjà comprendre comment cette source-là travaille, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et j'ai eu ce travail-là à faire il y a quelques années déjà, en collaboration avec la société HCF, qui avait inventé une toute nouvelle source, qui s'appelle CCMR, pour cathode magnétique refroidie, constituée d'un bloc d'acier inoxydable, hein, troué, percé, par deux lignes de 6 trous, là, et puis derrière, des aimants permanents. Voilà, donc j'ai installé cette source, alors c'est une source polarisée radiofréquente, hein, je l'ai installée sur un dispositif mécanique, ici avec un tombac, là, pour pouvoir eh bien, voir le rôle de la distance du plasma produit par cette source sur le traitement, donc des échantillons positionnés toujours sur le porte échantillon polarisable et chauffant. Alors on a d'abord essayé de voir effectivement les conditions opératoires de cette source. Pour une exploration, les gaz qu'on utilise, c'est azote, argon et hydrogène. Donc, en modulant eh bien, les paramètres pression, puissance, et ces petits points rouges là, ben, montrent voilà, l'argon. Quand on met de l'argon, eh bien, ça s'allume pour tel groupe, et puis l'azote et l'hydrogène. Bon. On a fait de la caractérisation aussi, d'abord visuellement, en jouant sur la puissance RF à une pression donnée. On voit que le plasma produit, là, c'est en argon pur. Et on voit donc des jets, là, enfin des lignes lumineuses là, qui sortent donc des trous. Et puis l'aspect du plasma change. Quand on va modifier la puissance, on voit qu'on a une couleur qui est modifiée ici. Et ça, c'est tout à fait caractéristique des phénomènes de pulvérisation de la source. Hein. À ces puissances-là, les ions bombardent fortement. Et puis, on va contaminer la source, contaminer pardon, le plasma avec du fer. Et on a très bien vu en spectroscopie optique d'émission. Et puis, on voit les fruits de ce bombardement hein, sur cette image-là. Voilà, donc, là, c'est érodé fortement. On a regardé aussi le rôle de la pression à une puissance donnée, et puis on voit que plus la pression augmente, plus eh bien, ces phénomènes lumineux-là eh bien, restent de plus en plus confinés donc, dans le trou. Et ça, bien évidemment, ça va avoir aussi un rôle sur l'homogénéité du procédé de l'exploration qu'on va faire dans ces conditions. Alors, on a fait des estations de longue nuire, longitudinalement, donc le long de la source, hein, sous la source, de l'examination, voilà. Et puis, on a regardé également le rôle de la distance séparant la sonde de la source. Voilà, je ne vais pas trop parler là-dessus. On a fait quelques caractéristiques, voilà, comme ça, et on s'est rendu compte que bien, dans ces jets-là, on a deux types de population d'électrons, donc une population d'électrons relativement froide et une autre plus chaude, voilà, avec une densité électronique qui est de l'ordre dans les mêmes conditions de ce qu'on peut avoir en plasma ECR. On a regardé donc l'effet de la distance de la source par rapport à la sonde, et puis comme on pouvait s'y attendre, hein, plus on est loin, plus les températures électroniques, les densités électroniques sont faibles. Un petit point que je voulais mettre en valeur ici, c'est qu'on est en polarisation RF, et on s'était rendu compte que quand on était au-delà de 300 watts, on avait une puissance réfléchie qui devenait forte, et donc qui faisait qu'on avait des mesures qui n'étaient pas forcément bonnes. Les appareils pouvaient un petit peu donner n'importe quoi, et c'est sans doute pourquoi on a donc ces points qui sont assez douteux ici. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir aussi en tête, je pense, aux plus jeunes, là, qui n'ont pas forcément ça en tête. Voilà, là-dessus, puis pour finir sur ce sujet, donc simplement, on avait comparé des traitements obtenus avec ce type de source et puis avec le dispositif classique d'iode, et on s'était rendu compte que ça fonctionnait un petit peu mieux. On avait des traitements de meilleure qualité qui étaient très très proches de ce qu'on pouvait obtenir dans un procédé de type ECR. On est fini avec ce petit point sur les sources. Un autre chapitre, si je puis dire, que j'aimerais ouvrir,
à présent et qui concerne un autre sujet important, c'est celui lié à la contamination, en fait. La contamination qui peut avoir un impact fort sur tout type de procédé que vous allez mettre en œuvre, évidemment. Et pour parler de ça, je vais parler d'un procédé de nitruration encore, qui est né il y a une vingtaine d'années, qui a fortement excité les industriels, les académiques aussi, qui est le procédé de traitement par écran actif, le procédé ASPN. Et dans ce type de procédé, eh bien, dans une chambre à vide de primaire, on va mettre une grille cylindrique métallique qui va entourer les échantillons. Et cette grille-là qui va être polarisée, le plasma va donc se former dessus, diffuser au centre, et il va chauffer aussi, enfin cette grille va aussi chauffer les échantillons. Pas assez, hein, mais bon, un petit peu. Et bien que c'est excité un petit peu cette communauté-là, et bien au jour d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas bien comment ça marche en fait. Et puis, c'est pas très bien optimisé. Et donc, nous avions répondu en pleine crise Covid d'ailleurs, à l'appel à projet RSM de l'IRT L2P, et nous avions pour ça fait un dispositif à l'échelle laboratoire. Vous pouvez voir ici, voilà, on a la chambre à vide, ici l'écran, autour qui entoure le porte-échantillon, et on voit donc le plasma qui se forme ici. Alors pourquoi avoir construit un petit dispositif comme ça, instrumenté, bien sûr, alors que l'IRT en possédait déjà un. Sauf que, vous voyez, il en possède un, mais alors c'est vraiment l'échelle industrielle, là. Un dispositif extrêmement grand, un tout petit plot ici qui n'est pas du. C'est même pas en quartz, donc on ne peut pas faire de la spectroscopie d'émission comme on souhaitait le faire. Et puis, c'est un dispositif qui est entièrement automatisé. Et donc, on ne peut pas avoir accès indépendamment de l'effet de tous les paramètres qui influencent la qualité du procédé que j'ai listé ici, qui concerne d'abord l'écran. Ben, voilà, la nature de cet écran qui va conditionner les différentes espèces qu'on va pouvoir produire, les trous, donc leur forme, leur dimension, leur taux de couverture aussi. Et puis, bien évidemment, les autres paramètres courants, mélange gazeux, pression, température, durée, etc. Donc, il était évident que nous ne pouvions pas travailler avec un dispositif comme ça et qu'on devait faire un dispositif à l'échelle du laboratoire instrumenté. Voici un schéma de ce dispositif. La grille est en acier 304L, connectée à notre générateur d'essai pulsé. Donc, voici les pulses là. Voilà. Et puis, comme c'est la problématique de la contamination dont je parle là, bah, le petit truc qu'on a mis en œuvre, c'est de voir comment cette contamination se faisait en faisant à la fois des tests, en plaçant des échantillons sur le porte-échantillon ici, mais aussi sur l'écran actif. Voilà, ici. Pour voir le lien entre les deux zones. Voilà. Et donc, je vais maintenant vous parler de ce que l'on a fait un petit peu. Pour commencer l'étude, on s'est bien évidemment basé sur un cas simple, très très simple, en nitrurant quasiment du fer pur, un acier XC10 là, voilà, c'est presque du fer pur. Donc, suivant des conditions plasma dont on sait qu'elles fonctionnent bien, un mélange N2H2 en 80-20, pour deux pressions différentes. Bon, un chauffage de 500 degrés sur l'échantillon, un bias dans moins 250 volts et puis une tension sur l'écran d'environ moins 600 volts. Dans ces conditions-là, eh bien, les analyses qu'on a faites après traitement, aussi bien par diffraction des rayons X que par spectrométrie à décharge luminescente, montrent qu'on a quelque chose qui correspond en tout point de ce qu'on pourrait avoir en mode des CPN classiques, diodes classiques. Voilà. On a une couche blanche, ce qu'on appelle une couche blanche avec des nitrures, et puis une couche de diffusion qui est vraiment du diamant. Donc, pour ce type d'acier-là, ça fonctionne bien. On a essayé de faire la même chose avec du 316L, comme je vous ai montré au début. Et là, en fait, je ne vous ai pas tout dit. Je ne vous ai pas tout dit parce que le 316L, eh c'est un acier fortement allié et il contient notamment une forte teneur en chrome.
Et cette forte teneur en chrome, c'est ce qui lui donne son caractère inoxydable. En, Au contact de l'air, eh bien, on a une couche protectrice qui se forme, c'est un oxyde de chrome, la chromine, qui va donc protéger contre les attaques chimiques et donc la corrosion. Et donc, on ne peut pas faire pour ces matériaux-là un traitement qui est direct, puisque les atomes d'azote ne pourront pas passer cette couche-là. C'est un peu ce qu'on a dit hier avec les wafers. Et donc, ce qu'il faut faire, le petit truc, eh bien, c'est un pré-traitement où on va venir décaper, enlever cette couche mince par un plasma argon-hydrogène pendant 15, 20, 30, parfois minutes. On va enlever cette couche-là et ensuite, on switch sur le mélange qui va bien, N2H2, que l'on souhaite mettre en œuvre. Voilà. Autre chose aussi, on pourrait se dire, ben voilà, moi je veux faire un traitement qui va vite, donc une couche épaisse sur un temps court, donc je vais chauffer beaucoup, donc ça diffuse vite. Alors si je chauffe beaucoup, eh bien je risque de faire de la précipitation aussi, je risque de créer donc des espèces de type CRN. À ce moment-là, je vais venir pomper les atomes de chrome, et quand je vais remettre à l'air libre, ben, ils ne seront plus là pour refaire la couche d'oxyde. Et donc ça, c'est pas bon. Donc il va falloir jouer sur ces deux aspects-là, sachant que pour les aciers inox, la limite se situe aux alentours de 420-430 degrés C. Donc vous voyez, si je contrôle mal tout ça, eh bien je peux faire des choses qui sont après extrêmement mauvaises. Et, et voilà. Donc, ceci étant dit, je reviens donc à mon 316L que j'ai positionné donc, dans mon petit dispositif à écran actif, et puis je lui ai fait subir différents types de procédés. Un procédé en polarisant juste l'échantillon à une température de 400 degrés C, en mélange avec de H2 qui fonctionne bien. Voilà. Un deuxième procédé donc sur l'échantillon autre, en polarisant simplement l'écran, voilà, et puis troisièmement, en couplant les deux. Eh bien, clairement, c'est quand on couple les deux qu'on a quelque chose qui est meilleur, voilà, avec une teneur superficielle en azote de 24 à 25 atomes pour cent, et puis une couche qui est de l'ordre de 2,5 à 3 micromètres. C'est certes meilleur, mais c'est tellement pas bon si on compare ce que l'on peut faire avec un procédé classique. Alors pourquoi c'est pas bon? Eh bien, c'est lié fortement à la contamination. Je vais vous montrer maintenant comment ça se fait. Donc toujours mon acide inox 316L sur le porte-échantillon, et si je le traite cette fois-ci donc avec le couplage donc, des deux, l'écran et puis le gaz, en gaz modéré ici à moins 100 volts, et puis un plasma d'azote pur. À ce moment-là, sur cette image-là, ici, on voit qu'on a un tapis de nanoparticules, hein, j'ai fait un petit zoom, il me semble, voilà. Ce tapis de nanoparticules, pardon, c'est exactement ce qu'on peut voir aussi si on fait un traitement classique en mode ECR. Je vous montre là, voilà, on l'a. On l'a particulièrement quand on met une polarisation relativement faible. Et ce tapis sera d'autant moins dense, autant plus là, que si là, on fait on met un gaz qui est de plus en plus fort. Et ici, vous voyez, on en a quasiment plus. Et on a vu que ce tapis, en fait, fait écran au système, et donc les atomes d'azote ne diffuseront pas. Voilà. On a extrait une lame mince hein, de cette zone qu'on a observé au mètre, et on s'est rendu compte que ce sont des oxynitrures qui se forment en fait. Alors on a essayé donc de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans ce dispositif en mettant donc cette fois l'échantillon sur l'écran dans les mêmes conditions, dans un plasma d'azote pur toujours. On a, quand on fait 4 heures de traitement, alors, voilà, eh bien, on se rend compte, quand on sort l'échantillon qui est un petit peu noirci, l'observation même ne montre pas ces nanoparticules, donc on pense que, eh bien, dans cette zone-là,
la contamination n'existe pas, mais si on fait une analyse chimique, eh bien, on se rend compte que si on a bien formé une couche d'oxyde qui fait quelques 30 nanomètres d'épaisseur, on voit aussi quelque chose intéressant, qui est une ségrégation du fer. Hein. Le fer remonte un peu en extrême surface, c'est une couche d'oxyde de fer que on a formée et qui a fait écran donc à l'introduction d'azote, puisqu'on a une teneur d'azote relativement faible, c'est une surface, donc une couche assez faible. On voit aussi que cette contamination est signée par une concentration forte ici en carbone, teneur forte en carbone ici. Puisque, en effet, quand on va ouvrir la chambre pour pouvoir mettre des échantillons dedans, eh bien, toutes les surfaces internes vont voir l'air, l'oxygène, la vapeur d'eau et les hydrocarbures aussi. Tout ça, ça va être absorbé un petit peu partout. Donc, l'écran, l'échantillon, les surfaces internes aussi. Et donc, on va pouvoir retrouver tout ça au cours du procédé. Si je rajoute maintenant un peu d'hydrogène, on sait que ça fonctionne mieux comme ça, eh bien, on voit que effectivement, ça marche mieux, puisque sur l'échantillon toujours positionné ici sur l'écran, eh bien, on a une couche, une coloration qui est quand même meilleure, avec une teneur superficielle en azote qui est beaucoup plus importante, et puis une couche qui est beaucoup plus épaisse aussi, mais quand on observe en extrême surface, on a toujours une couche d'oxyde présente, mais qui n'a pas les mêmes propriétés que la couche qu'on avait visualisée précédemment. On n'a pas cette ségrégation du fer, ici, on a quelque chose d'autre qui se forme et qui fait beaucoup moins écran donc, à l'insertion de l'atome de plasma. Alors, on a fait du diagnostic plasma hein, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais juste en dire quelques mots. On les a faites, ces caractérisations, suivant, enfin, avec le protocole suivant. On a simulé l'introduction des échantillons. En fait. On a ouvert la chambre, on a attendu une demi-heure, à peu près. On a refermé, on a pompé, on a rempli la chambre d'azote et on a allumé le plasma. Et comme ça, on a pu suivre, par spectroscopie optique d'émission, certaines raies émises, dont des raies qui signent en fait cette contamination du plasma par désorption de tout ce que j'ai pu dire avant, donc les différentes sources, les différentes surfaces. Donc, on a notamment suivi les raies de NO, enfin, une raie de NO, présentée ici, et puis une raie de OH aussi. Et on voit que ces deux raies sont extrêmement intenses, donc dès lors, on met le plasma en marche, et puis leur intensité diminue progressivement pour atteindre un état stationnaire après 4 heures. Il faut un temps très très long, 4 heures, pour être dans un état espéré de décontamination. Alors, je peux montrer aussi une autre raie, la raie du fer, hein, en bleuté, là, qui est directement issue eh bien, du bombardement de l'écran, qui se décontamine progressivement, et donc on voit cette raie qui est de plus en plus intense, avec effectivement, 4 heures passées, un état donc de décontamination propre, alors que nous étions contaminés jusque-là. C'est quand même long, hein, quand même. Euh, voilà, juste pour terminer, je voulais vous montrer donc, ces bandes d'émission de NO, là, à une petite heure après le démarrage du plasma, elles sont extrêmement intenses. Et puis, quand on attend un temps beaucoup plus long, plus de 350 minutes, je crois, 340, ces raies sont toujours là, mais elles sont beaucoup moins intenses. Et puis, elles laissent apparaître un autre système que j'ai encadré, je crois, ici, voilà, qui est le quatrième système positif de N2, que l'on observe uniquement lorsqu'on a une chambre qui est propre. Donc ça, c'est notre petit truc à nous. Dans une chambre comme ça, en plasma d'azote pur, eh bien, on sait qu'on a une chambre propre quand on observe ces raies-là. Voilà. C'est l'astuce. Quand on ajoute de l'hydrogène, j'ai un petit peu spolié là, hop, voilà.
Quand on ajoute de l'hydrogène, eh bien, on peut considérer que, voilà, est-ce que ça va décontaminer plus vite ou non? Quand on fait le même protocole N2H2, pardon, quand on ouvre, qu'on laisse une demi-heure, qu'on referme, qu'on fait le vide et qu'on met donc un mélange N2H2 de 80-20, qu'on allume le plasma, les raies de NO, la raie de NO ici, elle est intense, mais beaucoup moins intense qu'elle ne l'était dans le cas précédent. Elle chute drastiquement son intensité. Donc on peut considérer qu'on a très très vite une chambre propre. Ben non, en fait, quand on coupe l'hydrogène, on a de nouveau l'arrêt qui est extrêmement forte, ce qui montre que l'hydrogène a caché la contamination, dissimule la contamination, mais ne décontamine pas, ou en tout cas pas aussi vite que l'on pourrait le penser. Alors je crois que je vais quasiment finir pour ce système-là. Alors, on est en train de mettre en place un nouveau truc. Un nouveau truc qui consisterait à utiliser ce dispositif en mode bipolaire. Qui consisterait donc à alternativement polariser l'écran positif, négatif, positif. On a commencé à faire un peu ce type de test-là à l'IRT et on s'est rendu compte de deux choses. Bien, bien évidemment, le plasma comme ça se forme alternativement sur l'écran et sur les surfaces internes. Donc on va avoir un chauffage de l'ensemble des surfaces qui va être beaucoup plus rapide. Et puis, il nous a semblé aussi que grâce à cette alternative, à cette alternance, et en combinant cela avec le bias, bien, on a un flux d'ion vers le centre, vers la charge qui est légèrement plus forte. Voilà. Mais tout ça, ce n'est pas encore un truc sûr. On va travailler sur ce sujet-là avec un petit stagiaire brésilien à partir de début de l'année prochaine. Dernier point là-dessus, et puis c'est un petit peu lié à notre table ronde qui a précédé je suis en train de vous dire là. Donc, c'est tout ce qui concerne l'utilisation des gaz nocifs, dangereux et donc pas bons pour l'environnement et le développement durable. D'abord, au niveau de la contamination. On a tous donc des chambres où on fait un petit peu tout dedans. Nous, donc la chambre, on fait de la nitruration, la percuration, la nitro-percuration, etc. Et puis, on passe souvent le soin de faire entre chacune de ces manips un protocole fort où on va venir enlever la contamination, etc. Donc parfois, quand on fait une nitruration, eh bien, on est surpris de voir en bas de couche ici une couche gamma-C, riche en carbone, alors qu'on n'en a pas mis du tout. Il est tout simplement issu de la désorption donc, d'espèces qu'on a utilisées et qui se sont absorbées lors d'un traitement d'avant, précédent. Et donc, eh bien, ce carbone-là revient dans la phase plasma, pardon, et puis voilà, on le retrouve comme ça en fond de couche ici. Le deuxième point donc, que je voulais aborder là, c'est quand on fait donc, un traitement de nitrocarburation, eh bien, on utilise des gaz qui ne sont pas bons, en général, le propane, le méthane. Bon. Eh bien, le truc pour pouvoir remplacer ces gaz-là, c'est nos collègues allemands qui l'ont trouvé, c'est d'utiliser une hybride avec des fibres de carbone. Et donc, le bombardement des ions sur ces fibres-là va donner donc des atomes de carbone dans le mélange gazeux, et donc on va comme ça pouvoir faire une nitrocarburation contrôlée sans avoir besoin de mettre en œuvre ces gaz. Alors, très vite, je ne sais pas quel temps j'ai encore, Cédric. 2 minutes. Combien? Combien? 20, ah, c'est la structuration des surfaces. Maintenant, on est toujours donc, sur les aciers, pas sur les aciers, sur les surfaces métalliques. Le premier truc dont je vais vous parler juste après cette petite intro, voilà. Donc la structuration des surfaces, hein, c'est
une activité de recherche qui est extrêmement active, dynamique, puisqu'elle s'adresse énormément d'applications, de la microélectronique, bien évidemment, on en parle beaucoup ici, mais également d'autres types d'applications dans les domaines divers comme les sécurités, la santé, l'énergie et autres. Là, le point majeur, c'est que pour une application visée, il va falloir mettre en œuvre un type de motif particulier en termes comme je l'ai dit au départ, en termes de forme, de taille et de taux de couverture sur les surfaces. Voilà. Et donc, nous, on a commencé à travailler sur ce sujet-là en faisant un petit détournement des traitements thermochimiques. Et donc, le truc qu'on a mis en œuvre, c'est le truc suivant. Quand on fait un traitement thermochimique, je vous l'ai dit, on va insérer donc des atomes d'azote dans la maille. On va déformer cette maille et donc macroscopiquement, je fais assez court, on va comme ça faire gonfler l'ensemble de la surface dans la direction verticale. On gonfle comme ça, suivant les matériaux nitrurés de quelques micromètres. Voilà. Pas très très haut, mais c'est quand même utile. Et puis, si on fait ça avec donc un procédé à plasma déporté, donc on ne va pas bombarder fortement par les ions, eh bien, on ne rabotera pas ce qui est en train de pousser. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, avec donc, notre procédé ECR, quand on nitrure un acier inox poli, préalablement, on va faire pousser comme ça la surface. Et si on met un masque, eh bien, les zones masquées, elles, ne se traiteront pas, donc elles ne bougeront pas. Les zones qui ne sont pas couvertes vont être nitrurées et vont gonfler. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire de manière assez facile, assez versatile, de la structuration des surfaces. Et on a mis en œuvre donc tout un procédé assez simple. Donc les masques, hein, c'est vraiment très simple. C'est des plaques en acier inox qui font 200-300 micromètres d'épaisseur. On va percer laser, on va simplement les mettre sur les échantillons, donc les échantillons, et comme ça, on peut faire un petit peu ce qu'on veut et puis obtenir donc, des réseaux de plots, de lignes et même écrire, voilà, donc dessus. Donc, ça, c'est vraiment assez simple. Et puis parfois, faire comme ça des motifs positifs, eh bien, ça ne marche pas, suivant les applications visées. Voilà, il faut faire plutôt de la gravure. Et donc là, le truc, pour pouvoir graver, ça a été de faire ce qui est déjà connu. Donc, ce qui se fait en microélectronique, par exemple, avec la mise en œuvre d'un simple bombardement ionique, donc de la gravure physique, dans un plasma ECR, hein, vous voyez ici, dans un mélange argon-hydrogène avec un certain bias, eh bien, pour une application visée, ici, il s'agissait de structurer des pièces en acier inox 316F pour remplacer donc, des pièces en carbure de silicium. Donc, en faisant une structuration particulière, hein, sous forme triangulaire, vous pouvez voir ici, on trouve, voilà. Eh bien, on s'est fait faire donc, les masques, dont je parlais juste avant, voilà ici, percé laser, et puis voilà, par simple bombardement ionique, on a pu faire cette structuration, pardon. Et puis on a fait un procédé deux en un, combiné, puisque dans la même chambre, on a ensuite fait un traitement thermochimique qui va bien et va donc remplir le cahier des charges. Ça marche bien, mais comme je l'ai mis en rouge ici, la vitesse de gravure est assez faible. 200 nanomètres par heure, ça reste assez faible quand même. Ça fait rire Christophe. C'est assez faible. On peut faire mieux. Et c'est ce qu'on a fait en jouant donc, sur tous les paramètres que l'on a. Donc, bias, mélange gazeux, pression. Eh bien, on a amélioré un petit peu tout ça pour avoir finalement 1 micromètre par heure. C'est encore faible, hein, mais c'est déjà meilleur, c'est 5 fois mieux. 1 micromètre par heure, et puis on a fait, là je montre ici quelques tranchées.
donc à travers le même type de masque. Et puis quand on grave comme ça, sous influx d'ion, donc un acier polymiroir, eh bien, on se rend compte qu'on révèle les grains. Voilà, on voit ici donc les grains, donc les joints de grains, et ça, c'est pas tellement beau parce que on a finalement en fond de motif quelque chose qui est extrêmement rugueux. Et c'est pas toujours bon, ça. Et c'est d'autant plus rugueux qu'on fait des gravures longues. On voit par exemple ici, hein, donc c'est de pire en pire. Voilà. Et ça peut être néfaste pour certaines applications. Bon, ici, ce qu'on voulait faire, c'était des tranchées de quelques 10 micromètres d'épaisseur, de profondeur. On les a durci, si je puis dire, par un traitement thermochimique. Voilà, alors on voit la couche ici, hein, on voit la couche structurée, hein, donc les tranchées, elles sont là, on va tout structurer, et on se rend compte qu'il y a des zones qui se nitrurent un peu moins bien. Et là, j'ai pas encore le truc pour que ça aille mieux. Je sais pas ce qui se passe ici. Alors, je pense que c'est lié à des contraintes, etc. Bon, à des effets de pointe aussi peut-être, mais j'en sais rien. Bon, et juste pour la forme, là, je vous montre ici, donc, c'est des couches enfin, c'est des structures qui tiennent bien, puisque ben, en frottement sec, au bout de 1000 cycles, voire de 5000 cycles, elles s'usent, certes, mais elles restent quand même toujours là. Et puis, ben, finalement, on a un petit peu développé la Rolls, hein, grâce à Stéphane, ici, à Christophe, et puis à bien d'autres, en mettant en œuvre une gravure physico-chimique, cette fois, euh, pour essayer d'avoir vraiment des motifs euh, enfin, qui soient propres, avec un fond lisse, sans qu'on puisse voir les grains, donc l'effet des grains. Donc c'est ce qu'on a fait, hein, voilà, donc, on a fait un projet qui réunissait tous ces partenaires-là, voilà. Et puis on a mis en œuvre donc dans un réacteur du C2N, le réacteur Semtech, il y a un plasma chloré avec de l'argon. On a travaillé sur la gravure d'échantillons, les deux familles d'échantillons, donc des aciers inoxydables sténitiques et marcasitiques. Avant ça, on les a couverts donc, de masques. On a exactement pris ce qui se fait communément en microélectronique, hein, avec voilà, donc, un dépôt de masques en SIL ici, qui a été ensuite gravé pour avoir finalement donc, ces masques-là. Et puis, je vous montre ici les évolutions de vitesse de gravure pour ces deux aciers. Et en fonction donc, du mélange gazeux, on voit que bah, pour un, ça marche bien. Voilà, les vitesses sont assez fortes. Pour l'autre, ça marche pas vraiment bien. Donc, la première chose, le premier truc qu'il fallait faire, c'est simplement voir que ces deux familles-là d'acier n'ont pas du tout la même composition chimique. Il y en a un qui a énormément de nickel et l'autre quasiment pas. Première chose. Et donc, ben, pour vraiment, vraiment comprendre comment un acier comme ça se grave, eh bien, le truc, ça a été de prendre séparément les constituants principaux de ces aciers, donc le fer, le chrome et le nickel. Donc, voilà, on les a donc gravés dans différentes conditions, qui nous a permis de mettre à jour les processus de gravure principaux de ces différents espèces chimiques. Et puis, on a fait de la modélisation aussi, pour essayer donc voilà, donc, on couple ça avec la modélisation pour essayer de mieux encore comprendre les interactions plasma-surface. Ça, c'est plus qu'un truc, hein, c'est ce qu'on doit faire. Et puis, voilà. Un petit mot quand même sur le procédé en lui-même et le contrôle de ce type de procédé. Donc, tout à l'heure, hein, je vous disais que souvent, bah, dans les labos, la même chambre sert à faire énormément de choses dedans. Et or là, bah, dans une salle blanche, hein, il faut que les choses soient extrêmement propres et il faut qu'on puisse mettre en œuvre
un nouveau procédé dans une chambre qui est un très très bon état initial. Et donc, il faut des étapes de conditionnement où on va venir faire différentes choses. C'est ce que je note ici. Avant donc, chaque traitement, eh bien, il y avait donc, des étapes de nettoyage manuel des parois internes. Certaines pièces étaient changées, hein, si elles sont contaminées fortement, et puis également, donc, pompe longtemps, on peut faire des plasmas de nettoyage aussi. Et puis après la gravure, avant qu'on sorte des échantillons, il fallait aussi faire des étapes pour pouvoir rendre l'ensemble de la chambre propre. Et bien voilà, ici, c'est ce que nous faisions avec trois étapes, en fait. Une première étape pour supprimer les éventuels dépôts métalliques qui pouvaient être bah, voilà, un petit peu partout dans la chambre, en initiant un plasma d'argon chlore. Une deuxième étape pour éliminer le chlore, avec un plasma d'oxygène. Et puis finalement, une troisième étape pour supprimer l'oxygène avec un plasma d'argon. Et on voit que ça marche plutôt pas mal, puisque à la fin de l'étape 2, si on fait une analyse par spectroscopie d'émission, eh bien, on a simplement des raies d'oxygène, on n'a pas du tout de raies métalliques ni de raies de chlore. Alors, un petit mot aussi concernant la dérive éventuelle des procédés, parce que ça, c'est quelque chose que l'on peut voir aussi. Il s'est trouvé que quand on avait travaillé sur ce projet, le C2N emménagé n'était pas toujours capable donc, de pouvoir faire dedans les manips que l'on souhaitait faire. Et donc, on a travaillé en collaboration avec l'UMN aussi, qui possède la même chambre, même chambre, oui. Et on vous montre ici donc de la spectroscopie optique d'émission qu'on a fait sur ce réacteur-là à deux dates différentes, en mars et en juillet 2019. On voit que dans un plasma coloré, et on voit que, eh bien, on n'a pas les mêmes intensités dorées, ce qui prouve que même si on fait toutes les différentes étapes de conditionnement données avant, eh bien, on n'a pas forcément tout le temps garanti d'avoir la même réactivité de la chose. Un autre mot, je crois, sur la dérive du procédé, voilà, quand on va graver, eh bien, au cours du temps, le plasma change, donc les paramètres du plasma changent, peut-être que Gilles en dira quelques mots, et donc ici, là, on voit, par exemple, sur ce graphe-là, eh bien, la densité électronique du plasma qui évolue. Hein. Là, c'était en fonction de la température ici, puisque, par exemple, pour la gravure du fer, on sait que, par exemple, que plus on chauffait, plus cette gravure était efficace. Donc, cette modification de la densité est directement liée à la contamination progressive de la chambre au cours du procédé. Et puis, comme ça fait déjà 20 ans, on peut les mettre quand même des vieilles courbes là, que les plus âgés d'entre nous connaissent. À l'époque où j'étais petit, où bah, c'était aussi montrer l'impact de la température donc sur le procédé pour un même mélange gazeux dans une même chambre. Eh bien, si on fait le procédé à plus 30 degrés C, on a quelque chose qui est bien isotrope ici, et puis à moins 100, entre isotrope, c'est ça, et à moins 110, c'est bien presque anisotrope. Donc, d'où est bien le fait d'être sûr d'avoir une très très bonne mesure de la température autour du procédé, puisque si je me souviens bien, à quelques degrés près, eh bien, ça change beaucoup ici, si je me rappelle bien. Un dernier mot concernant donc, la gravure avec les processus de contamination. Quand on sort des échantillons métalliques gravés, eh bien, ils ne sont pas propres en fait. Ils ne sont pas propres. On a toutes ces petites choses là, ces petits dépôts, qui sont en fait des chlorures de fer, des chlorures de fer qui vont s'oxyder au contact de l'air, et ça, ça nuit à la fonctionnalité que l'on souhaite donner à ces surfaces-là. On a le truc qui a été mis en œuvre, c'est de faire un traitement sous forme séquencée, en fait, ce qui se fait aussi par ailleurs, hein,
avec une étape gravure, voilà, suivant ce paramètre-là, suivie d'une courte étape en plasma d'hydrogène pur, où on va donc, eh bien, voilà, gommer, supprimer ces dépôts. Donc, ça marche bien, comme vous pouvez voir ici, hein. Donc, c'est extrêmement lisse, hein. C'est extrêmement lisse, donc on n'a pas ces petits dépôts-là. Et donc, bah, vous voyez que on ne voit pas les joints de grains là. On a vraiment une gravure propre qui ne contient pas donc, les défauts dont je parlais précédemment. Là, je vais aller très vite parce que bon, j'ai un peu moins de choses à dire là. Donc, pour les dépôts de couches minces, au départ, donc, je vais faire un petit historique des optimisations successives de ce type de procédés, depuis le procédé classique, PVD, par pulvérisation cathodique, voilà, des vitesses, des dépôts lentes, voilà, puis ensuite un premier perfectionnement avec donc un champ magnétique, donc on est cette fois-ci en procédé magnétron avec des éléments permanents qui vont être situés donc à l'arrière de la cible, donc avec des dépôts qui sont déjà un petit peu plus optimales, et puis finalement donc le procédé IPIMS, hein, qui va donner par des flashs ici, donc la toxicité forte, la puissance forte des durées courtes, bien avoir des effets notamment pour ioniser eh bien, la vapeur métallique qui va être produite par pulvérisation. Alors, des petits trucs aussi, quand on veut faire des couches avec différents éléments chimiques, eh bien, on peut faire soit de la co-pulvérisation, on peut avoir donc, des cibles de différentes natures, des cibles alliées, des cibles avec des inserts, donc des inserts comme là, inserts concentriques, segmentés. L'importance, encore une fois, de la température aussi. Donc, qui peut avoir un rôle important sur l'accroche du film, la cinétique de nucléation du film et un impact sur les propriétés du film, hein, d'un point de vue cristallinité notamment. Et puis, en ce qui concerne l'optimisation de l'accroche du film, eh bien, on peut faire un dépôt d'une couche intermédiaire, ça c'est l'un des trucs. Bon. On peut faire du bombardement ionique pour avant, donc éliminer les éventuels oxydes et autres contaminants, et puis faire aussi au préalable une forte étape de chauffage, un chauffage assez fort, où on va donc, comme ça, désorber les contaminants. Donc, le dépôt de céramique, donc soit avec ici, en céramique, ça pose quelques difficultés, on peut faire de la pulvérisation réactive en utilisant donc des gaz comme azote et oxygène, notamment pour faire différents types de céramique, hein, ici. Dans ces cas-là, le truc dont il faut tenir compte, hein, c'est le phénomène d'hystérésis, voilà, hein, qui montre par exemple ici l'empoisonnement progressif de la cible. Et donc, si on veut faire un dépôt stoichiométrique, ça, ce soit un petit peu tout ça, eh bien, il faut, voilà, faut bien avoir fait avant cette courbe stoichiométrique pour bien savoir où on se situe dans le cadre du procès qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est d'autant plus vrai ce que je dis là, c'est que lorsqu'on se met dans un procédé IPIMS réactif, à ce moment-là, eh bien, le cycle d'hystérésis change beaucoup d'allure. C'est ce qu'on a vu avec une thèse qui s'est soutenue il y a déjà 2 ans, hein, dans le labo, Dimitri Boivin, qui a vu cela. Et donc, on voit ici pour différentes valeurs de temps de pulse, eh bien, entre 10 microsecondes et 160 microsecondes ici, eh bien, l'hystérésis n'a pas du tout la même forme. Donc, avant donc, de commencer le dépôt, il faut voilà, donc, tracer ça pour être sûr dans quelle zone on se situe. Comme je le disais au début et comme j'ai déjà pas mal parlé, je vais passer un petit peu vite sur ces petites fiches-là, qui sont des fiches instructives, je pense, hein, pour les plus jeunes comme pour les moins jeunes, sur tout un tas donc d'éléments dont il faut tenir compte, prendre garde. Euh, Quand on veut mettre en œuvre un
procédés, aussi bien au niveau de la gestion des gaz, au niveau des sources plasma, au niveau de la chambre. Voilà, on a déjà parlé un peu du porte-échantillon aussi, au niveau des groupes de pompage, du vide, et puis, je crois, des sous-produits. Voilà. Donc, j'en ai quasiment terminé. D'abord, un mot concernant donc, la fin du cours. Là, voilà, donc, pour pouvoir monter un nouveau procédé et mettre en œuvre donc, une recette qui marche, eh bien, il faut prendre sa boîte, le mécano, et puis commencer à faire un montage. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut comme source, comme type de chambre, comme type de gaz, comme type de pompage, voilà. On monte tout ça pour finalement avoir à la fin quelque chose dont on espère que ça fonctionnera bien. Si on peut, on va l'instrumenter pour pouvoir faire le lien entre les propriétés du plasma et puis ce qu'on a en surface. Et puis voilà. Et puis je voulais donc donner donc, les mots-clés, hein, quelques mots-clés. Contrôle du procédé, la reproductivité du procédé, attention à la contamination, donc peut-être devoir faire un procédé de pré-traitement, voire de post-traitement, regarder, voilà, faire l'étude de physico-chimie du plasma qui va directement avoir des conséquences sur les phénomènes d'interaction de plasma-surface, la réactivité de surface, ça, c'est directement lié à la contamination. Ça, évidemment, faire tout ça avec beaucoup de sécurité. Avant de finir, j'aimerais dire un petit mot d'hommage, parce que juste avant de faire ce cours, j'ai appris que celui qui m'avait appris, en fait, pratiquement pas tout, mais beaucoup de choses que je vous ai dites là, Henri Michel, Henri qui était l'ancien directeur donc, du laboratoire LSGS, qui est parti en retraite en 2007, et donc j'ai pris son poste. Il m'a appris beaucoup, et Henri nous a quittés hier. Et je l'ai appris juste avant ce cours, et donc je souhaitais voilà, rendre hommage à sa mémoire. Voilà. Ça me touche beaucoup, bien sûr. Voilà. Merci. Merci Grégory pour une belle exposé riche en informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Ah, un petit jeune. Et moi, je me savoir aussi. Les plus jeunes. Page 41. C'est bien d'avoir entre les pages. Tu nous as montré des spectroscopies d'émission où on voit que l'hydrogène cache la contamination, mais ne l'élimine pas. Et Ouais. on a vu quelque chose récemment. Ah. Comment tu expliques ça? C'est très curieux. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, en fait. Bon, enfin, Je sais pas bien. Attends, j'arrive pas à... Comment je peux faire pour revenir? ok, Bon. c'est pas grave. Ouais. Donc, c'est pas évident. En fait, comment l'hydrogène réduit l'oxyde. Oui, oui. Mais après, il revient. Et il revient. Et je ne peux pas en dire beaucoup plus là. On pourra discuter ensemble. Oui. Merci beaucoup pour l'exposé. J'ai une question par rapport à la communauté. On se rend compte, nous, en microscopie électronique, qu'on est un peu comme vous, on peut avoir des développements qui sont un peu faits maison. Chaque constructeur a ses normes. Et j'ai l'impression que tous les résultats dépendent un petit peu du design de la chambre et de comment la chambre est utilisée. Est-ce que vous avez des concertations à l'échelle de la société, de la communauté, pour essayer de standardiser un petit peu les choses? C'est ce qu'on fait nous en microscopie électronique. On ne fait pas avec les constructeurs pour qu'il y ait des choses un peu plus standards, que tout soit adaptable sur n'importe quel microscope. Est-ce que vous avez ces débats-là au niveau de votre société? Alors, on en a eu un il y a une semaine environ. On a fait une journée spécifique traitement thermochimique ionique plasma, avec donc des grands groupes qui en font faire et qui ne savent pas du tout comment c'est fait.
qui se rendent compte que parfois, eh bien, ça marche bien. Ils ont leur charge, enfin, leur pièce qui est extrêmement bien traitée. Tout est bon. Bon, bah, d'autres fois, non. Il y a, il y a des défauts, des manques. Et moi, je leur ai dit, mais c'est comment? Est-ce que c'est fait en plasma diode? Est-ce que c'est fait autrement? Ils ne savent pas, en fait. Tout est caché, tout est un petit peu boîte noire, parce que chacun a son secret. Voilà. Chacun se protège, a peut-être un brevet, etc. Bon. Et donc, bah, les normes, on n'en a pas vraiment, en fait. On n'en a pas vraiment. Moi, ce que je vous ai montré ici, c'est ce que nous, on peut faire au niveau labo. Donc, en trichant, enfin, en mettant des petits trucs, voilà, pour que ça marche bien, sur des échantillons qui sont assez simples, en fait. C'est souvent des disques. Hein, je ne l'ai pas dit, mais je vais quand même montrer. Donc, des disques. Or, bon, bah, des disques, c'est pas ce que les gens traitent tous les jours. Hein. Et donc, ben, non, il n'y a pas de normes. Les seules normes, c'est, ben, voilà, moi, je sais faire, je sais faire une couche qui va avoir telle ou telle la propriété d'épaisseur, mais c'est tout. Quoi. Le reste, D'autres questions? des questions. C'est pas une remarque, c'est peut-être pour rebondir sur la question. En même temps que vous avez suivi la vidéo qui ensemble montrer des définitions qui sont disponibles, vous avez regardé des règles comme NH ou OH pour voir si effectivement OH, oui. ça donne quoi par rapport à vous. Et comme tu coupes l'hydrogène, est-ce que ça prouverait d'une certaine manière que c'est bien une réduction de l'oxyde? Alors oui, j'ai montré, enfin sur un petit transparent, je ne sais plus. En fait, l'arrêt OH a la même forme que NO. Par contre, effectivement, quand on fait l'analyse en N2H2 et qu'on coupe après l'hydrogène, euh, faut que j'inspecte ça, oui. OH, oui. Après, ce qu'on a vu quand même aussi, c'est qu'on n'a pas, à la fin, enfin, je parlais de 4 heures, on n'a pas zéro. On a un fond quand même. On a un fond. Donc, il y a peut-être d'autres sources de contamination continue, peut-être dans le gaz, peut-être un petit peu de vapeur d'eau ou autre. Il y a ça aussi, donc il faut tenir compte. J'en ai pas forcément parlé là, mais c'est quelque chose qui est également important, sûrement aussi. D'autres questions? Juste une remarque, pas vraiment une question. Il parle de la notion de la température de traitement. On voit que c'est quand même une grande question, parce que quand on a un porte-échantillon à 600 degrés, qu'on ne mesure pas sa température d'un autre côté, on peut confiance à ce qui est écrit sur une porte-échantillon, alors qu'on n'est pas du tout à cette température. Pas du tout, non. Je pense que, bah, surtout les jeunes, j'imagine que beaucoup n'ont pas forcément la notion de l'écart aussi importante que les autres. Et je pense que ce ne sont peut-être pas les mêmes que le tien, mais j'imagine que les problématiques sont quand même un peu similaires. Oui, Sylvain, oui. Merci Grégory pour très belle présentation. Je voulais juste faire une petite remarque, enfin, une distinction. On parlait bien de spectroscopie d'émission. Hein, Oui. de surveillance. Oui. Et je pense qu'il faut, enfin, faut juste être prudent. Vous, je sais que vous le savez, mais pour les plus jeunes qui entendent l'exposé, il n'y a pas de lien direct avec la densité. Ah oui, non, bien sûr. Oui, Et donc, oui, par conséquent, tu peux quand même avoir H, par exemple, et ne pas le voir parce qu'il oui, oui, non, voilà. bien sûr, bien sûr. Mais je Non, sais, oui, bien mais sûr, c'est bien juste, sûr. Oui, 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 ça, juste aussi tu as raison. Oui, oui, voilà, bien sûr. tu sais. Non, bien sûr. Bien sûr. Si pas d'autres questions, on va passer.
Merci pour la présentation. Je voulais revenir sur l'effet de cathode creuse dont vous avez parlé Oui. pour la géométrie compliquée. Oui. Je voulais savoir s'il y avait un moyen de s'affranchir de ça. Est-ce qu'on peut augmenter l'énergie dans le plasma? Est-ce qu'on peut utiliser des plateformes tournantes ou quelque chose? Non, là, ça va être une affaire de pression, de dimension, de puissance. On peut s'y affranchir parfois, et puis parfois pas de manière facile. Parfois pas du tout. Ok. Merci. Tournant, non. Alors, c'est vrai que nous, on a quand même un porte-échantillon qui est fixe. Voilà. Quand on a à la fois besoin d'un porte-échantillon polarisable, chauffant, tournant, c'est ce qu'ils ont besoin parfois en PVD. D'ailleurs, c'est pas toujours facile. Ça. Donc, bon, heureusement, nous, on n'a pas cette dimension-là. Richard. Merci Greg. C'est clair que le sujet est ample et tu as parlé de beaucoup de choses. Moi, j'aimerais juste revenir sur le point sur. Tu parlais d'un procédé qui dit des fibres de carbone. Oui, oui. Alors, je suis curieux de savoir quelle fibre de carbone. Et en fait, c'est très utilisé parce qu'on imagine qu'une fibre, elle n'est pas homogène. Enfin, ils ont essayé, enfin, je sais pas, est-ce que tu peux donner des commentaires en fait sur cette production en fait d'espèces carbone pures Alors ça, c'est des travaux récents. C'est des travaux récents. Il y a deux articles, il me semble, qui sont sortis début d'année, là, donc, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, en fait. Et c'est un nouveau chantier, quoi. Alors, je pourrais te donner, si tu veux, la référence des fibres. Là, je ne l'ai pas du tout en tête, mais je l'ai pour te donner un petit peu, pour te dire. Après, donc, les produits qui sont dans le plasma, alors, c'est du C quelque chose, voilà. D'après ce qu'ils disent, hein, ça marche bien, donc on fait de la carburation avec ça, ça marche bien, c'est efficace, mais c'est en plein, ça, c'est- ça démarre, quoi, je veux dire, c'est pas... Mais je te donnerai, si tu veux, le nom des fibres utilisées. Excellent exposé, Grégory, je te remercie. Et moi, j'ai une question, je me place en tant que totalement amateur, j'y connais rien, mais je viens de commencer ma thèse, ou alors j'ai une demande, et ma demande, on me dit, il y a un matériau A, et il va falloir que je le grave, et j'ai le choix des gaz. Quelle serait la démarche que tu ferais de manière systématique pour aboutir à ce résultat en un temps correct? Déjà, qu'est-ce que tu mettrais en œuvre, en toute fait? première chose, c'est lire la biblio. Ah oui, ça ne coûte pas grand-chose. Ça prend du temps, mais bon, il faut déjà commencer par là. C'est le tout premier truc, hein, en fait. Puisque souvent, on n'est pas les seuls à vouloir faire la chose, et d'autres l'ont déjà faite. Peut-être pas dans les mêmes conditions ou quoi, mais c'est souvent relativement. Voilà, la première chose. La deuxième chose, là où tu es, donc, dans ton labo, bah, tu demandes aussi ce qui a déjà été fait. Hein. Alors, si tu as le choix des gaz, eh ben, je sais pas moi, à partir de la bibliographie qui aura été faite, tu auras déjà peut-être beaucoup moins de choix de gaz, déjà. Et puis après, bah, faut faire, je pense, un petit plan expérimental où tu vas jouer bah, sur tes paramètres gaz, température si tu peux. Et puis voilà, enfin, je fais ça comme ça. Bon, après, tu es mieux spécialisé que moi là-dessus. Pour donner... Donc, ce qu'il faut, c'est faire de la bio. Christophe, oui. Allez voir aussi Christophe, peut-être pour avoir la bonne recette. Grégory, si je peux me permettre de rajouter une chose, Stéphane, tu posais la question sur la gravure d'un matériau. La première chose qu'il faut faire, c'est un produit volatile.
Oui. Donc, il commence pour le choix du gaz, il faut regarder s'il y a des composés qu'on peut faire et qui vont être volatiles à température ambiante. Oui, c'est vrai, Ah, c'est c'est plus la- simple. Oui. Et après, effectivement, on continue dans la démarche. Oui, peut-être. Voilà. Merci Christian pour le complément. Thierry? Oui, en plus, peut-être pour la boutade et pour faire écho du début d'après-midi, si je commence une thèse et que je dois graver, je vais regarder ce qui se fait, bien sûr. Mais peut-être qu'on peut réfléchir aux gaz qui n'ont pas d'effet de serre, qui n'ont pas d'impact, Oui, et trouver, développer, aller chercher un chimiste oui qui c'est nous vrai. permet de développer une nouvelle molécule, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Bien vu, Thierry. Oui, oui. Si on utilise le même gaz, on fera toujours la même chose. Bien vu. Merci à tous pour toutes ces questions.